Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous avez dit, vous l'ancien Premier ministre, votre malaise, voire votre dégoût face au spectacle politique offert aux Français ces dernières semaines. On va y revenir. Vous allez nous dire si vous pensez que l'on est tiré d'affaire ou si le mal est plus profond. Mais d'abord, depuis un peu moins d'un an, vous étiez ministre des Outre-mer, nommé sous François Bayrou, reconduit dans l'éphémère gouvernement Lecornu 1. Mais une semaine plus tard, vous avez été remercié, votre nom rayé de la liste du gouvernement Lecornu 2. Vous dites dans Le Point que vous n'avez pas compris cette décision. Pourquoi ? Bon, d'abord, il faut dire que personne n'est irremplaçable et que le ministère des Outre-mer ne m'appartenait pas. Donc, ces décisions sont prises par le président de la République et le Premier ministre. C'est ainsi. J'ai été chef de gouvernement. J'ai, avec le président Hollande, composé, remanié des gouvernements et on peut ressentir un sentiment d'injustice. Mais c'est vrai que depuis 10 mois, grâce à François Bayrou, qui a placé très haut les Outre-mer comme une priorité du gouvernement, j'étais ministre d'État, il a confié un ex-premier ministre, j'avais le sentiment qu'il y avait encore beaucoup à faire, même si je n'ignore rien de l'instabilité politique que nous connaissons. Mais j'ai passé évidemment beaucoup de temps avec les acteurs de la Nouvelle-Calédonie et il faut passer du temps, il faut comprendre, il faut créer la confiance indispensable et il y a encore beaucoup à faire, nous y reviendrons peut-être, pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la situation économique et sociale dramatique qu'elle connaît et pour restaurer évidemment la paix civile. Il y a des chantiers très importants comme celui de la vie chère. Oui. Et j'avais, avec des mots, en attaquant notamment les grands groupes qui étouffent l'économie de ces territoires, lancé un texte de loi sur la vie chère. Le président de la République m'avait confié il y a à peine quelques jours la responsabilité de mener les réformes institutionnelles concernant la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Vous voulez dire que vous n'avez pas démérité? Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? C'est-à-dire qu'il faut de là. J'étais le 8e ministre des Outre-mer. On vient de nommer la 9e ministre des Outre-mer. Et ces territoires, c'est presque 3 millions de compatriotes qui vivent dans ces pays des océans, dans cette France des océans, avaient le sentiment d'une reconnaissance. Avec mon départ, avec le déclassement du ministère, avec ces changements à répétition à la tête de ce ministère important, ils ont, à juste titre, le sentiment qu'on ne les considère pas. Qui vous a dit que vous quittiez le gouvernement, le président ou le Premier ministre, et quelle justification on vous a donnée à ce moment-là? Bon, c'est le Premier ministre qui, le dimanche après-midi, m'a dit, avec la voix tremblante et marquant beaucoup de regrets, qu'il ne me reprendrait pas, parce qu'il souhaitait composer un gouvernement totalement renouvelé avec des personnalités de la société civile. J'ai constaté qu'il y a peu de personnes de la société civile et qu'il n'est guère renouvelé. Vous trouvez que c'est pas le cas, ce renouvellement? Vous parlez aussi d'un mélange de cynisme et de mesquinerie. Quel a été le cynisme? Quelle a été la mesquinerie? C'est qu'après, on m'a rendu hommage en Conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé ça un peu fort de café. Je suis triste de ne pas poursuivre ma mission, parce que pendant 10 mois, je connaissais bien ces territoires, mais je me suis totalement engagé, je suis attaché à ces territoires, qui vivent d'ailleurs un rapport difficile, complexe, dégradé, je ne sais pas quel est le bon mot, avec l'Hexagone, avec l'État, avec Paris. Il faut faire d'ailleurs très attention, parce qu'il y a une forme de détachement qui est en train de se constituer. Et il faut pour cela y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de constance, et être évidemment présent sur ces territoires. Et je considérais qu'il y avait encore du travail à faire. Et d'ailleurs, vous avez été salué pour la signature des accords. Oui, mais personne n'a... D'ailleurs, peu d'acteurs locaux, peu d'élus locaux, je dirais pas tous, mais y compris parmi les parlementaires de la majorité de l'opposition, bref, qui suivaient ces dossiers, n'ont pas compris ce choix. Donc, pourquoi vous dire merci? Et donc moi j'ai le sentiment qu'on m'a fait payer d'autres choses. Justement, est-ce que Emmanuel Macron vous a fait payer quelque chose? Vous racontez dans Le Point qui vous a dit que c'était de la faute des socialistes si vous n'étiez pas c'est-à-dire que les arguments qui on vous a donné de fausses raisons. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, mais les arguments qu'on m'a présentés, ceux que je viens d'évoquer, ne tiennent pas la route sur la nature du gouvernement. Et les arguments qu'on m'a présentés, c'est vrai, de la part du président de la République, que les socialistes n'auraient pas souhaité ma présence, sont des arguments grotesques et qui ne tiennent pas la route. Bon, donc voilà, donc ça veut dire que on ne souhaitait pas soit de fortes personnalités au sein du gouvernement,
avec le départ de Bruno Retailleau, ça c'est de responsabilité, ou celui d'Elisabeth Borne. Bon, ça c'est un choix. C'est-à-dire, on souhaite qu'il n'y ait pas de personnalité qui puisse, à travers leur expérience, peser dans les débats du gouvernement. Soit parce qu'on n'était pas d'accord avec ce que je faisais en Nouvelle-Calédonie, mais alors il fallait me le dire avant. Et c'est vrai qu'avant que je sois ministre des Outre-mer, j'avais dit très clairement que les choix qui avaient été faits par le président de la République ou ses ministres et qui ont mené... Sébastien Lecornu, rappelons-le, a été ministre des Outre-mer de 2020 à 2022. Donc les choix qui avaient mené, c'est-à-dire le maintien du 3e référendum, je rentre là dans les détails, du maintien du 3e référendum en pleine période du Covid. Et que les indépendantistes ont boycotté et fait qu'ils ne reconnaissent pas le résultat de ce référendum sur l'indépendance. Voilà, la nomination d'une personnalité calédonienne, Sonia Backes, au gouvernement, pour qui j'ai de l'estime par ailleurs, ou le choix de dégeler le corps électoral en 2024 à travers une réforme constitutionnelle sans que cela se passe dans un accord global, sans excuser évidemment les violences de mai 2024, ont mené à un basculement en Nouvelle-Calédonie. Et je m'étais exprimé quelques mois après en disant que ça avait été une faute lourde de la part de l'exécutif. Et malgré cela, on m'a nommé parce qu'on a considéré que mon expérience, peut-être ma filiation politique avec Michel Rocard et Lionel Jospin, qui ont beaucoup fait pour la Nouvelle-Calédonie, m'amenait à changer de cap. Et c'est vrai que dans les premiers mois, j'ai réussi à mettre tout le monde autour de la table, à dialoguer, à négocier. Cela a amené aux accords de Bougival cet été. Pour le président ? Peut-être que vous n'avez pas suivi la feuille de route du chef de l'État ? Mais j'ai travaillé avec le chef de l'État parce que quand il s'agit notamment de mener des réformes constitutionnelles ou de défendre nos intérêts stratégiques dans ces territoires, il est tout à fait normal que le président de la République ait plus que son mot à dire. Mais nous avons pu avoir des discussions, des sensibilités différentes, des nuances, mais on ne me l'a pas dit. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme d'incompréhension. Croyez-moi, il n'y a pas d'amertume, je ne suis pas en train de pleurer. Naïma Mouchou, qui m'a succédé, est une responsable politique qui a beaucoup de qualités. Mais sur ces sujets-là, encore une fois, il faut de la continuité, il faut creuser un sillon, il faut nouer des relations politiques fortes, alors que nous connaissons déjà une situation particulièrement instable. Voilà, c'est tout. C'est ainsi, et les choses maintenant sont derrière moi. Manuel Valls, est-ce que malgré votre éviction, vous trouvez que Sébastien Lecornu s'y prend bien, notamment en ayant noué un accord de non-censure à court terme avec les socialistes ? Mais il n'avait pas d'autre choix. Et d'ailleurs, il faut saluer aussi le choix de la responsabilité des socialistes. Vous avez milité pendant 37 ans. Oui, bien sûr, et encore tous ces derniers mois, je considérais qu'il était important que mon ancienne formation politique renoue avec la culture de la responsabilité ou de gouvernement, pour éviter la crise, pour que la France ait un budget et pour qu'on ne se lance pas dans des élections législatives anticipées. Mais je reconnais humblement que la situation est extrêmement difficile et je ne sais pas ce qui sortira des débats budgétaires ou sur la sécurité sociale justement, les députés ont commencé à examiner le budget cette semaine, un budget qui devra donc être adopté par 49.3. Non, 149.3. Exactement. Et ça s'annonce compliqué après le rejet de la partie recettes en commission cette nuit. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Mais ça sera forcément très difficile. Vous me permettrez de prendre un tout petit peu de recul. Nous vivons une situation politique impossible. C'est le résultat. C'est une crise démocratique profonde dans l'ensemble des démocraties occidentales ou des grands pays industrialisés. Évidemment, et la France n'échappe pas à cette crise, une forme de ressentiment vis-à-vis de la démocratie. Marcel Gauchet ou Cynthia Fleury ont écrit des pages tout à fait passionnantes sur ce sujet-là. Mais cette crise est accentuée dans notre pays, a été accentuée par la dissolution de 2024 et par ses effets. Donc nous vivons, et je l'ai vécu comme membre du gouvernement, même si j'étais un peu à part et que je sortais d'une certaine manière du débat politique national pour me consacrer beaucoup aux Outre-mer et avec des parlementaires de droite et de gauche, plutôt de gauche d'ailleurs, ils y sont majoritaires pour travailler sur leur dossier. Mais enfin, j'ai vécu C'est la conséquence de la décision du président. Oui, c'est une décision, je l'ai dit évidemment, et chacun peut parfaitement le comprendre, une décision incompréhensible et qui a plongé notre pays dans une crise politique, institutionnelle,
je le crois aussi démocratique et qui peut conduire à une crise de régime. Cette responsabilité du président de la République, elle a forcément des effets. Donc que cela soit pour Michel Barnier, François Bayrou ou aujourd'hui Sébastien Lecornu, c'est extrêmement difficile. En renonçant au 49.3, vous l'avez que vous avez évoqué, utilisé et vous avez été critiqué pour cela. Oui, parce que c'est une arme constitutionnelle. Il y a un très bon papier ce matin, je crois, dans l'opinion de mon ami Bernard Cazeneuve qui évoque les institutions de la Ve République. Le 49.3, c'est un des éléments du parlementarisme rationalisé qui permet à un gouvernement d'accentuer. Mais Sébastien Lecornu a cherché une voie avec les socialistes pour que ceux-ci ne censurent pas son gouvernement, mais dans l'état de l'Assemblée nationale, pour sortir un budget à l'Assemblée nationale et au Sénat qui correspondent aux choix importants de la France. Pardon, on a beaucoup critiqué François Bayrou, mais il a mis sur la table il y a quelques mois un sujet qui semble avoir totalement disparu, qui est le niveau de la dette et le niveau de déficit public, qu'il faut évidemment combattre. Donc de toute façon, cette réalité, et c'est vrai aussi pour les retraites, avec les changements démographiques que nous connaissons, ou les défis financiers que le régime des retraites pose, de toute façon, ceci n'a pas disparu. Donc il faudra forcément trouver des réponses. Des réponses, sachant que les socialistes n'ont pas voté cette nuit à l'Assemblée la première partie du budget. Écoutez le député socialiste Philippe Brun. Pour nous, bien sûr, le compte n'y est pas ce soir. D'ici la séance publique, donc, nous aurons un devoir. Ce devoir implique un changement de cap, sans quoi les socialistes ne sauraient en aucun cas soutenir ce budget. Est-ce qu'il va falloir céder à toutes les demandes du PS pour avoir un budget ? Dans la situation que connaît l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autre choix que de nouer un dialogue entre les différents groupes et de trouver sur les recettes et demain sur les dépenses des solutions. Je vais vous dire mon sentiment profond, et d'ailleurs je fais référence à Lionel Jospin d'il y a quelques mois dans une interview qu'il avait publiée. Il avait rappelé aux socialistes qu'ils étaient dans l'opposition, qu'ils ne devaient pas voter le budget, qu'ils pouvaient trouver des compromis, mais qu'en revanche, ils ne devaient pas voter la censure. C'est pour permettre la stabilité du pays. C'est là l'utilité du 49.3. C'est-à-dire, on critique le 49.3, on dit que c'est uniquement pour faire face à une majorité récalcitrante. Non, c'est aussi pour permettre à la France d'avoir une stabilité, notamment sur le plan budgétaire. Ce choix n'a pas été fait, bon, c'est ainsi. Donc du coup, la voie à trouver, c'est celle du compromis. Et forcément, les positions sont très éloignées et ça sera difficile. Mais chacun, Brun vient de le rappeler dans ces mots que vous avez diffusés, ne nie pas la volonté d'assumer sa part de responsabilité. Dans un instant, fallait-il suspendre la réforme des retraites avec vous, Manuel Valls, ancien Premier ministre. Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Julien Raymond. Le cours du pétrole bondit de 3% ce matin, conséquence des sanctions américaines contre des groupes russes, décision de Donald Trump agacé par l'attitude de Vladimir Poutine. Le président américain veut faire pression au maximum sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Russie, où le cycliste français Sofiane Seili vient d'être libéré, incarcéré depuis presque 2 mois. Sofiane Seili est finalement condamné à une amende d'un peu plus de 500 € pour franchissement illégal de frontières. Il doit rentrer en France dans les prochains jours. De fortes bourrasques de vent attendues sur 19 départements du nord de la France, en passant par la Manche, la côte atlantique. La tempête Benjamin souffle aujourd'hui dans le pays. Elle réclame un commissariat de police au sein même du musée du Louvre. Laurence Descartes, la directrice, réagit après le cambriolage spectaculaire de dimanche dernier. Elle reconnaît aussi des failles dans le système de sécurité du musée parisien. Et puis les fans de cyclisme auront les yeux rivés ce midi vers le Palais des Congrès de Paris. C'est là que sera dévoilé le tracé du Tour de France 2026. La course partira de Barcelone le 4 juillet prochain. France Info. Le 8-30 France Info, Aurélie Herbemont, Agathe Lambray. Avec Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, on parle des retraites, Aurélie. Sébastien Lecornu a-t-il eu raison de suspendre cette réforme des retraites, ou vous déplorez le fait que l'exécutif renonce à la seule réforme structurelle du second quinquennat d'Emmanuel Macron ? S'il n'avait pas renoncé au 49.3, nous venons de l'évoquer,
Et s'il n'avait pas suspendu la réforme des retraites, il ne serait plus Premier ministre. Aujourd'hui, nous serions peut-être en campagne pour des élections législatives, puisque les socialistes auraient voté la censure. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Cependant, il faut dire la vérité aux Français. Il faut une réforme des retraites. Que la réforme de 2022-2023 a été brutale, c'est incontestable. Elle s'est faite non seulement contre le Parlement, mais elle s'est faite contre les syndicats, contre les partenaires sociaux et notamment contre la CFDT qui a toujours fait montre d'une très grande responsabilité sur ce sujet. Elle s'est même faite d'une certaine manière contre les Français. Mais nous savons qu'il faudra une réforme de retraite. Pourquoi ? Parce qu'il faut assurer son financement, sauver le système par répartition et puis parce qu'il y a des évolutions démographiques heureuses. Nous vivons plus longtemps. Et d'une manière générale, je pense, moi, qu'il faut travailler davantage pour produire plus. Et il faut sans doute réfléchir à un système de retraite nouveau, intelligent, et celui défendu notamment par la CFDT, que je défends depuis très longtemps, le système par points, qui est moins lié à une mesure d'âge, mais qui tient davantage compte de la durée de cotisation, des carrières, de la pénibilité, de la situation des femmes, etc. Ce système-là me paraît être le plus intelligent. Il a d'ailleurs failli être adopté en 2020, et le Covid, et pas seulement, a mis fin à cette possibilité. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler. Une idée qu'Emmanuel Macron avait envisagée au départ. Emmanuel Macron, dont une petite phrase a bien failli tout faire capoter, c'était en Slovénie cette semaine, il a dit « Ce n'est ni une abrogation ni une suspension, mais un décalage d'une échéance ». Est-ce que le chef de l'État est dans le déni ? Mais je pense que le chef de l'État doit laisser son Premier ministre et le gouvernement agir. Il y a eu progressivement... Bien, il est capable, Emmanuel Macron, de lâcher prise sur l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup côtoyé. Bien, oui, je l'ai beaucoup côtoyé jusqu'en 2016. Et puis, évidemment, mais dans le respect des institutions et du rôle du chef de l'État, ces derniers mois. Mais là aussi, je voudrais prendre une seconde de recul. Parce que moi je ne suis pas député, évidemment je vous m'invitez, c'est normal à commenter la vie politique, mais la France a des défis considérables. Il y a évidemment la guerre en Ukraine qui nous oblige à augmenter nos dépenses, et ça c'est un débat fondamental en matière de défense, de sécurité. Il y a sans doute le grand débat à venir qui est celui de la souveraineté numérique, parce qu'on voit bien que l'alliance aux États-Unis entre Donald Trump, les GAFAM, Wall Street, les courants religieux ultra-conservateurs, met en cause d'une certaine manière la démocratie. Et comment l'Europe et donc la France se protègent face à cela. Et puis évidemment l'état de nos finances publique et de la sécurité sociale. Donc autour de ces débats que je crois fondamentaux, il faut que nous soyons capables d'avoir un débat et des accords, évidemment avec les partenaires sociaux, mais surtout entre les formations politiques et les groupes qui sont représentés au Parlement. Et on n'échappera pas à cela. Là c'est difficile, on le voit bien. Parce qu'on est à la fin d'un quinquennat, nous vivons une crise politique, l'exécutif est profondément rejeté, mais comme je ne crois pas au retour du débat traditionnel droite-gauche, vu la force du RN, mais aussi de LFI, nous n'aurons pas d'autre choix demain que d'aller vers des coalitions, mais qui ne visent pas uniquement à empêcher, je ne sais pas, la victoire du RN, par exemple, au hasard, mais à proposer un projet aux Français. Donc, j'espère que de cette situation-là, ce qu'on appelle le bloc central, mais aussi les socialistes, apprendront progressivement à travailler ensemble pour demain bâtir ces coalitions et les présenter au projet, mais à condition qu'elles soient accompagnées d'un discours de vérité et de réforme. Vous défendez le macronisme alors ? Non. Non, parce que moi j'ai appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Il n'y avait pas d'autre choix à ce moment-là. Mais le macronisme, ça a été la négation précisément de la politique. Pourquoi c'est la négation de la politique ? Mais parce que il s'agissait d'absorber le Parti socialiste ou les Républicains par le débauchage. Ça n'a pas été une coalition. Il aurait pu faire une coalition, et c'est sans doute une grande partie des problèmes viennent de là, en 2022, puisqu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est le message que lui avait fait passer le Français. Avec LR. Et c'est là qu'il fallait une coalition, évidemment, avec les LR. Et donc, aujourd'hui, les sociétés sont trop complexes, la démocratie est trop en crise pour qu'on ne se dise pas, il faut des coalitions. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai avec les partenaires sociaux, c'est vrai avec les élus locaux. On a nié les corps intermédiaires. Le parquet de Bobigny a annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit des étudiants réunis dans l'un des amphithéâtres de l'université Paris 8, étudiants qui semblent glorifier l'attaque terroriste du Hamas. Quand on entend cela, par exemple, écoutez, c'est une intervenante. Le 7 octobre, voilà.
Voilà, cette intervenante qui interroge le public. Condamnez-vous le 7 octobre? Non, lui répond-elle. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez cela dans une université française? J'ai évoqué les grandes priorités il y a un instant, et évidemment, je dois rajouter, parce qu'en plus c'est l'un de mes combats, sinon l'un des combats même de ma vie, la lutte contre l'antisémitisme, la haine des juifs, la lutte contre l'islamisme, la lutte contre la glorification de la violence et du djihadisme, dans une alliance d'ailleurs, parfois avec une partie de la gauche et les filles, mais aussi qu'on retrouve malheureusement, c'est pas un phénomène que français, dans les universités. Donc j'ai un haut-le-cœur en entendant évidemment cela. Bon, je pense qu'il y a des enquêtes, vous l'avez dit, qui seront menées. Le garde des Sceaux demande la plus grande fermeté. Il faut une très grande fermeté. Est-ce que c'est suffisant de clamer qu'il y aura une très grande fermeté? La réponse, elle est évidemment judiciaire, mais ça ne suffit pas. C'est d'ailleurs le même problème que nous avons dans la lutte contre la haine des Juifs et d'Israël. Il faut une réponse de toute la société. Il faut que tout le monde soit au clair. La lutte contre l'islamisme, c'est un combat qui va durer des années. L'islamisme, les frères musulmans, les salafistes ont fait de l'Europe, des communautés musulmanes, de notre démocratie, une cible. On s'attaque à la France, pas parce qu'elle prend position sur ce qui se passe au Proche-Orient, pas du tout, mais parce que nous sommes la France, nous sommes le pays des valeurs universelles, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la laïcité. C'est pour ça qu'on a tué des enseignants. Dans quelques jours, malheureusement, nous nous rappellerons, ce sera le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre. Donc on a attaqué la France parce que c'est aussi un mode de vie, une culture, une jeunesse. Et si on ne comprend pas ça, et on ne comprend pas d'ailleurs les idiots utiles, les alliés qu'on retrouve autour de l'islamisme, on passe à côté de l'essentiel. C'est un combat politique majeur et c'est pour ça que je continuerai à m'engager parce que je considère que c'est un combat vital, civilisationnel pour la France et pour l'Europe. D'un mot, Manuel Valls, il y a 4 jours, le Louvre a été cambriolé. La présidente directrice du musée, hier, a suggéré l'installation d'un commissariat dans le Louvre. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, je pense que ça fait partie des idées, des réponses. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais mis en place une brigade anticriminalité sur place pour lutter contre les phénomènes de pickpocket. J'ai été frappé quand même par les faits dans notre pays, mais partout dans le monde de ce cambriolage, alors que nous avons l'un des plus beaux musées du monde, le plus grand en tout état de cause, que d'ailleurs la France est le pays peut-être qui investit le plus pour son patrimoine et le plus pour la culture malgré qui s'est les révélé difficultés, très fragile. mais qui se révèle fragile et qui ouvre tout à coup un débat sur notre déclassement, sur au fond les passions parfois tristes et mortelles de ce pays. Nous sommes dans un moment de basculement où tout est utilisé. Un fait comme celui-ci, et qui est grave, il faut apporter évidemment des réponses pour parler du déclassement, du déclin de la France. Et moi, je veux lutter, il faut lutter aussi contre ce sentiment. La France reste un grand pays avec des atouts. Faisons attention, parce qu'on est dans un de ces moments, faisons attention, parce qu'on est dans ce moment où tout bascule. L'élément central qui est mis en cause au niveau global, au niveau européen et au niveau français, c'est un risque majeur pour notre démocratie. Moi, j'aime l'histoire, j'aime la culture, et quand je relis ce qui s'est passé au moment de l'affaire Dreyfus ou à la fin des années 30, on voit bien qu'on est, les comparaisons ont leurs limites, Manuel dans Valls, un de ces moments majeurs pour l'avenir de notre pays. On vous entend comme tous les jours, c'est le moment de la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui fait la paix avec vous, Manuel Valls. Vous avez été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, mais après votre départ de Matignon et votre défaite à la primaire du PS, vous avez connu une difficile traversée du désert, vous avez été critiqué, incompris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en paix avec cette histoire ou vous vous refaites le film, vous vous dites que vous auriez dû faire les choses autrement? On peut toujours se dire, mais il ne faut pas vivre avec des regrets, et encore moins avec des remords. J'ai eu la chance, grâce à François Bayrou d'ailleurs, pendant 10 mois, d'assumer ces belles responsabilités. C'est une chance incroyable, vous savez, quand on est né à Barcelone, quand on est naturalisé à 20 ans, d'avoir été maire, député, Premier ministre, ministre, et d'avoir encore des responsabilités. J'ai la passion de mon pays, j'aime ce que j'ai fait, je veux défendre les idées, défendre l'indépendance de la justice qu'on n'a pas évoquée, défendre le service public de la télévision qui est mise en cause. Bon, donc sur tous ces sujets-là, il y a de beaux combats à mener, j'ai toujours cette énergie. Vous vous considérez comme un grand brûlé de la politique, Manuel Valls? Non, je me considère comme un politique qui a réussi de grandes choses, qui a fait aussi des erreurs, qui a connu des échecs, mais je me considère avant tout comme un Français, un républicain de gauche et un patriote qui a envie toujours de faire entendre sa voix et ses idées. Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir répondu aux questions de France Info.